Et on va faire venir Isabelle Chaleur, directrice adjointe à la direction départementale des territoires et de la mer de Charente-Maritime. Vous allez nous parler de plusieurs choses. Restez, Sylvain, enfin si vous le souhaitez. Voilà. D'abord du contexte législatif, hein, justement de cette loi climat et résilience et réglementaire, mais également des outils divers qui ont été mis en place par l'État depuis. On va vous donner un micro. C'est ça? Non. Le fonds friche, les petites villes de demain, Action Cœur de Ville, tout cela. Voilà, un petit peu le point sur tous ces dispositifs, avec encore ensuite l'occasion, bien sûr, de discuter un petit peu. Et puis on fera une toute petite pause qu'on va raccourcir parce qu'on a un petit décalage. Mais voilà, on va prendre le temps de prendre les questions et d'abord d'écouter Isabelle Chaleur. C'est à vous. Merci beaucoup. Alors après 2 interventions extrêmement brillantes et qui nous permettent honnêtement de prendre du recul, de prendre une vision... Il ne marche pas ? De prendre une vision un peu élargie des choses, et je les en remercie parce que ça fait toujours du bien, comme l'a dit Florence Nassier tout à l'heure. Mon propos est plus terre à terre, en tant que représentant de l'État, quelque part, et je vous prie d'abord d'en m'en excuser par avance. Mais je pense que c'est quand même important de présenter quelques outils qui peuvent être utiles finalement au quotidien. Je vais commencer effectivement par le volet zéro artificialisation nette, c'est compliqué à dire. ZAN, c'est plus facile à dire quand même, de la loi climat et résilience. Alors j'ai bien conscience qu'elle a quelques défauts, mais je pense qu'elle a aussi beaucoup d'utilité. Oui, pardon. Si... Ah d'accord, ok. Bon, de toute façon. Donc, quelques chiffres, mais que vous avez évoqués, M. Grisot, tout à l'heure. 20 000 hectares par an consommés. Il y a une légère tendance à la baisse, mais ça reste encore largement perfectible. Et puis, alors moi j'avais un ratio de 4, mais vous avez un ratio de 3, mais ça revient quand même à la même chose. Donc, une augmentation... comment dire, la consommation de NAF, elle augmente 4 fois plus vite que la population. Préserver les NAF, c'est quand même protéger la biodiversité, c'est se garantir au maximum contre les risques. Vous l'avez dit, là aussi, tout ça, c'est limiter donc, les risques. C'est aussi préserver le stockage du carbone, quand même, c'est pas négligeable. Et puis, c'est contribuer à notre souveraineté alimentaire. Donc tout ça, on voit bien, ça se place effectivement dans un écosystème important et c'est pas seulement juste préserver du sol, quelque part. Il est donc urgent effectivement de modifier notre manière de voir les choses, de modifier notre modèle d'aménagement. Et c'est bien l'ambition du volet ZAN, en fait, de la loi climat et résilience. Elle a pour ambition de mobiliser effectivement les surfaces déjà artificialisées. Alors, bien sûr, le recyclage des friches, mais mieux encore la réutilisation des locaux vacants ou des locaux sous-utilisés, comme vous le disiez juste avant, et de créer ou de préserver des surfaces de nature dans les villes notamment, qui en manquent, à mon avis, cruellement. Juste un petit rappel de la promulgation de la loi. Donc, elle a été promulguée le 24 août 2021, ce qui veut dire quand même qu'il y a un certain nombre de choses, malgré les nombreux décrets d'application qui existent pour cette loi, il y a quand même un certain nombre de choses qui sont d'application directe. Et donc, ça y est, on est lancé dans cette dynamique et il faut absolument y aller. Cette loi, elle est quand même issue des travaux de la Convention citoyenne pour le climat, même si je sais que certains ont regretté son manque d'ambition, mais malgré tout, elle a au moins l'intérêt d'être là. Et elle n'existait, sur ça en tout cas, et elle n'existait pas avant, et c'est vrai que ça donne un cadre. Alors j'ai bien entendu aussi que les normes, c'est parfois compliqué, mais quelquefois aussi, de donner du cadre, ça permet aussi de changer de paradigme. Le volet ZAN, alors il y a beaucoup de volets dans cette loi, on les a rappelés là sur cette diapositive, mais en fait, c'est intégré dans le volet se loger, même si évidemment sur la question du ZAN, il y a beaucoup d'autres choses que se loger. Mais comme tout est
tout est dans tout finalement, et que se loger, c'est aussi se déplacer, c'est aussi travailler, c'est voilà. Donc finalement, ça me paraît assez logique. Donc cette loi, elle s'inscrit effectivement dans une trajectoire. Alors on parle de ZAN, de zéro artificialisation nette. Je sais que cette notion-là a créé énormément d'émoi, aussi bien au niveau local qu'au niveau national, hein, parmi les élus, les porteurs de projets, les promoteurs, enfin tous les partenaires. Hein. Mais il faut bien voir que c'est important de se fixer un cap pour pouvoir entamer les choses, puisqu'on ne construit pas la ville pour quelques années, on construit la ville sur des longues durées. Et donc, si on ne démarre pas maintenant, eh ben, l'objectif ZAN, on ne l'atteindra jamais en 2050. Donc, c'est important quand même de travailler là-dessus. La loi a prévu effectivement une première période intermédiaire qui a démarré juste au lendemain de la promulgation de la loi pour une période de 10 ans où pour l'instant, on essaye d'utiliser les concepts qu'on connaît déjà, c'est-à-dire la réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, pour venir ensuite à zéro artificialisation. Donc la notion d'artificialisation qui est une notion qu'on a beaucoup entendue pendant des années, etc., mais que personne n'avait vraiment définie. Et c'est un des mérites aussi de la loi, c'est de finalement arriver à mettre une définition derrière ce mot. Alors sans doute qu'il y a encore des gens qui ne sont pas d'accord avec la définition. Je sais qu'il y a eu énormément de débats pour mettre ces définitions, mais finalement, elle a au moins le mérite d'exister. Et puis, une chose qui me paraît essentielle, y compris en faisant écho à l'intervention de la demande précédente, c'est le fait que ces objectifs et ce cap peut être appliqué de manière différenciée et territorialisée. Et c'est donc bien aux élus et aux collectivités notamment de s'emparer de ce sujet. La loi a mis un cadre et puis derrière, c'est bien aux élus de s'emparer de ça pour voir comment on la met en œuvre. Donc je vous disais, l'avantage de la loi aussi, c'est cette définition de l'artificialisation. Donc on a une définition, je ne vais pas vous la lire, vous la voyez sur la diapositive. Donc on a effectivement la notion d'artificialisation, la notion de désartificialisation, c'est encore plus dur à dire, mais c'est encore plus important. Voilà. Et donc de renaturation du sol, et c'est bien la différence entre les deux qui fait l'artificialisation nette. Ça veut dire quand même que quand on parle de ZAN, ça ne veut pas dire zéro développement et aménagement du territoire, ça veut dire un aménagement autre. Voilà, donc c'est vraiment une autre manière de penser, et j'ai bien conscience que c'est parfois compliqué, on l'a vu tout à l'heure, il y a des besoins d'ingénierie, etc. Mais ça paraît essentiel que tous, on aille vers cette priorité. Alors cette mise en œuvre, elle se fait effectivement par emboîtement au sein des documents d'urbanisme, en commençant par le SRADET, le schéma régional d'aménagement et de développement durable et d'équilibre, d'égalité des territoires. Je ne sais jamais si c'est équilibre ou égalité, d'égalité des territoires. Donc on démarre par ça, effectivement, avec la nécessité pour ce SRADET à la fois de dire comment on va diminuer de 50% dans les 10 années 2021-2031. On est déjà en 2022, bientôt 2023, donc il est temps et urgent de définir quand même comment on va faire. Et puis ensuite, de toujours garder et d'inscrire effectivement dans ce schéma régional, qui est quand même essentiel, le cap de 2050 et voir un peu la trajectoire avec laquelle on va y arriver. Donc, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, effectivement, la responsabilité de la territorialisation, elle est dévolue aux élus avec une organisation mise en place, notamment au travers de la conférence des SCOT. Donc, ce travail, il est entamé. La déclinaison, elle est entamée ici, en tout cas, dans le cadre du débat. Il ne faut pas oublier que c'est la semaine prochaine, la date limite pour que la conférence des SCOT remette son rapport. Donc, on est parti avec, pour le SRADET, par ailleurs, une entrée en vigueur au 22 février 2024.
22 février 2024, mais en ce moment, il y a aussi un certain nombre de documents d'urbanisme de SCOT qui sont en cours de révision. C'est important quand même que au moins la ligne vers laquelle on veut aller, elle soit tracée le plus vite possible pour que ces territoires-là sachent aussi comment l'intégrer dans leurs propres documents d'urbanisme, puisque c'est par emboîtement. Donc, pour ce qui concerne la Nouvelle-Aquitaine, effectivement, le Conseil régional a fait une proposition qui permet aussi à la conférence de SCOT de travailler derrière pour faire elle-même des propositions au Conseil régional et à intégrer dans le SRADET. Donc là, il y a un projet de territorialisation qui a été mis en place, proposé, avec 5, si je ne dis pas de bêtises, 5 territoires, 5 typologies de territoires différents, et puis avec aussi certains territoires qui combinent 2 typologies de territoires. Donc, je ne mettrai pas derrière des pourcentages de réduction de consommation d'espace, parce que pour l'instant, ils sont intégralement en discussion. Simplement, la tendance qui a été proposée, c'est de dire les territoires finalement les plus tendus actuellement sont les territoires qui vont devoir faire le plus d'efforts. C'est un peu, pour moi, contre-intuitif, je dois le reconnaître, mais il faut voir justement comment ça peut se discuter, comment ça peut s'engager, comment faire la répartition entre les territoires, sachant que, comme on l'a dit tout à l'heure, les territoires les plus ruraux ont quand même, en rapport avec la population, consommé beaucoup d'espace ces dernières années. Donc, toute la discussion est aussi derrière ça. Je sais qu'on l'entend souvent. Nous, on a déjà été vertueux. On va nous demander de réduire encore en pourcentage encore plus notre consommation d'espace par rapport à d'autres territoires qui l'ont été moins. Donc, c'est pour ça que c'est important que ça soit les élus entre eux aussi et que l'État y mette pas obligatoirement son grain de sel sur la manière dont ça va se territorialiser. Dans le cadre du SCOT, donc effectivement, le SCOT devra intégrer finalement les éléments du SRADET, avec lui aussi la possibilité finalement de territorialiser cet effort au sein de son territoire, notamment pour les SCOT qui sont les plus importants en taille, mais aussi des SCOT plus petits avec ont des armatures urbaines, etc. Donc il y a tout un travail à mener sur le sujet. Date aussi un calendrier pour une entrée en vigueur de la modification des SCOT ou les révisions de SCOT, parce que quand c'est déjà dans le cadre de révision de SCOT plus générale, ça ne sera pas dans une phase de modification. Mais il faut que les SCOT aient fait ce travail avant le 22 août 2026. Sinon, effectivement, là, il y a une sanction. Alors, ce n'est pas si souvent, l'État met beaucoup de règles. Très souvent, il n'y a pas obligatoirement de conséquences derrière quand ce n'est pas fait. Là, en l'occurrence, il y a quand même une conséquence qui n'est absolument pas négligeable pour les territoires. C'est que les zones à urbaniser prévues dans les documents d'urbanisme ne pourront pas être ouvertes à l'urbanisation si le SCOT n'a pas fait le travail. Donc, on voit quand même que les enjeux sont extrêmement forts d'entamer vraiment ce travail. Ensuite, évidemment, l'intégration dans les PLU ou les PLUI. Alors, c'est parfois plus facile ou plus compliqué, je ne sais pas, d'intégrer ça dans les PLUI. En tout cas, ça apporte aussi une souplesse et éventuellement, là encore, une territorialisation possible à l'intérieur du PLUI. Voilà, pour intégrer le ZAN, pour intégrer d'abord la réduction de la consommation d'espace, mais en gardant là aussi l'objectif ZAN, puisque un PLU ou un PLUI, c'est fait pour 10 ans. Donc ceux qui vont être arrêtés ou approuvés dans les prochaines années, ils devront à la fois prendre en compte cette première période de réduction de la consommation d'espace, mais aussi la trajectoire qui va vers le ZAN de 2050. C'est vrai aussi pour les SCOT, je ne l'ai pas évoqué, d'autant plus pour les SCOT qui sont pour des durées de 20 ans. Voilà. Et là encore, la loi a prévu une sanction éventuelle si le PLU n'est pas modifié dans les délais, délai du 22 août 2027. Donc finalement, ça vient assez vite dans les faits, même si c'est déjà 5-6 ans après la promulgation de la loi. C'est que effectivement, les autorisations d'urbanisme ne pourront pas être délivrées dans les zones à urbaniser du PLU, jusqu'à l'entrée en vigueur d'un PLU modifié. Donc on voit bien aussi là qu'il y a des forts enjeux pour les territoires.
Je ne vais pas rentrer plus en détail dans la loi et dans le volet ZAN parce qu'il y aurait tellement de choses à dire que ça occuperait un temps bien trop important pour notre séminaire. Et oui, et parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je sais bien. Donc, évidemment, il y a aussi tout le sujet de l'aménagement commercial, des zones d'activité, etc. Enfin, il y a énormément de sujets qui pourraient être traités, mais je vais m'en arrêter là pour évoquer. Et je me permets de faire un tout petit peu de publicité, moi aussi, pour une production, cette fois-ci très locale, d'un guide que la DDTM a élaboré sur la transition écologique dans les PLU, ou PLUI. À destination des élus, des techniciens, des bureaux d'études aussi qui réalisent et qui font l'ingénierie des PLU. L'idée étant que le code de l'urbanisme offre finalement pas mal de possibilités, vous avez parlé des OAP tout à l'heure, pas mal de possibilités finalement d'orienter l'aménagement et de faire entrer la transition écologique beaucoup plus dans l'aménagement du territoire. Donc on a voulu montrer et finalement inventorier un certain nombre de possibilités du code de l'urbanisme pour, si ce n'est donner des conseils, en tout cas donner des idées. Alors on est parti d'exemples réels, on n'a pas épluché tout le code de l'urbanisme de façon très précise pour dire ça il faut le mettre et puis faire quelque chose de très abstrait. On est parti d'un certain nombre d'exemples qui existent un petit peu partout. Et donc, on a organisé un guide en 6 grands axes thématiques que vous voyez ici, dont le premier est sur la sobriété foncière. Donc, on revient sur nos sujets d'aujourd'hui, mais je pense que notre sujet d'aujourd'hui, c'est aussi vivre avec la nature en ville, c'est aussi produire de l'énergie à bas carbone, donc c'est aussi réduire... revisiter le lien entre la ville et la campagne, tout ça évidemment participe de la même chose et de tous les sujets de l'urbanisme circulaire tel qu'on le voit aujourd'hui. Donc on a un recueil de 53 recommandations. Tous les maires du département, tous les présidents de PCI du département ont reçu un courrier du préfet qui annonce ce guide et qui donne le lien. Donc c'est un lien sur le site de la préfecture de Charente-Maritime. C'est un livre téléchargeable en fait. C'est un guide téléchargeable. Oui, c'était difficile pour nous d'envoyer un guide à chacun. Donc voilà, on a préféré faire comme ça. Puis ça permet aussi dans les équipes que chacun puisse s'approprier les choses à l'intérieur des équipes techniques des collectivités. Combien de téléchargements là déjà ? Je ne sais pas. Non, je ne sais pas, honnêtement. J'espère beaucoup, mais je ne suis pas certaine encore. Déjà, au moins une centaine ce soir. Oui, voilà, j'espère bien. Je compte sur vous. Juste un petit exemple. Alors, il y a une petite coquille. Je vois que l'objectif qui est mis ici n'est pas l'objectif qui est en lien avec la recommandation d'à côté, mais c'est pas grave, ça marche tout pareil. Donc, dans chaque axe, on a fixé un certain nombre d'objectifs macro, et à l'intérieur, quelques recommandations par objectif. Donc voilà, et c'est présenté comme ça, c'est présenté assez simplement. L'idée n'est pas de tout traiter à l'intérieur du guide. L'idée est de donner des idées pour pouvoir aller voir en fait comment on peut faire, etc. Je voudrais profiter de ce moment pour remercier notamment le CAUE qui nous a aidés dans l'élaboration de ce guide, notamment dans la fourniture d'un certain nombre d'illustrations, de bons exemples, de bonnes pratiques, ou voire de mauvaises pratiques, parce que parfois, effectivement, le contre-exemple est aussi pédagogique que l'autre. Voilà, et aussi parlant. J'en reste là sur ce guide, mais n'hésitez pas à aller le voir. N'hésitez pas aussi à vous rapprocher de la DDTM si vous avez besoin. Et je profite de l'intervention tout à l'heure du vice-président de la CDA de l'agglomération de Saintes, qui, effectivement, est en charge du PLUI. N'hésitez pas surtout à vous en inspirer, vous qui commencez sur ce PLUI, puisque c'est un démarrage. Avant, il y avait des plus, il y a des plus actuellement sur ce territoire, et vous vous engagez dans ce PLUI. N'hésitez pas surtout à regarder ce document et à vous appuyer aussi sur les services de la DDTM si vous avez besoin. En tout cas, j'ai bien noté vos ambitions et j'en suis ravie. Allez, on enchaîne avec les programmes qui ont été mis en place par l'État rapidement. Oui, tout à fait. Donc effectivement, un certain nombre d'outils. Alors évidemment, c'est absolument pas exhaustif, mais voilà, c'est des outils qui sont incitatifs et qui ont rencontré un certain succès dans le département, donc comme dans d'autres départements, je crois. Et ça nous paraissait intéressant d'en parler. Le dispositif Cœur de ville et Petites villes de demain, dans le département, 2
communes Action Cœur de Ville, 20 communes Petites Villes de demain. Donc ça couvre à peu près l'ensemble du territoire du département. L'idée étant, en vous parlant de ça, la démarche elle est lancée pour ces communes-là, mais l'idée étant de s'inspirer de la manière dont les réflexions sont faites. Elles peuvent s'appliquer à toute taille de commune. Je pense qu'il n'y a pas... certes, là, il y a une démarche un peu particulière avec de l'ingénierie qui va derrière, avec le soutien de l'Agence nationale de cohésion des territoires. Mais on peut travailler sur des revitalisations de cœur de bourg, etc., tout à fait de la même façon, et notamment en se posant la question de la réflexion de manière très globale. Il me semble que le maître mot, là, c'est réflexion globale, et pas réflexion... en disant, moi j'ai tel projet et je veux qu'il rentre dans mon projet, enfin dans mon projet de ville. Je pense que c'est important quand même qu'on se pose la question plus globalement avec les difficultés aussi d'un certain nombre de communes, puisque le choix a été fait aussi de communes qui avaient des difficultés, mais qui avaient aussi des atouts et qui pouvaient rebondir pour pouvoir, pour pouvoir revitaliser leur cœur de ville en massifiant les actions dans ce sens et en ayant aussi des actions très cohérentes. Donc l'idée, c'est effectivement bien de concentrer les choses. Et puis, l'objectif de l'Agence nationale de cohésion des territoires, c'était aussi de faire ça sur des périodes relativement ramassées pour voir une vraie évolution rapide de la ville. Donc, à l'échelle d'un mandat ou 2 mandats, enfin, évidemment, on sait d'avance que tout ne sera pas fait dans un mandat, mais en tout cas, qu'il y ait des dynamiques qui soient lancées, c'est important, dans un projet donc, global de territoire. Donc la démarche comprend évidemment un diagnostic de départ parce qu'il faut bien partir d'une analyse du territoire pour pouvoir savoir ce qu'il faut faire sur ce territoire. Et donc il y a des enjeux qui sortent assez naturellement dans les démarches qui ont été lancées. Je pense que ça vient tout à fait naturellement. Alors beaucoup de territoires avaient déjà soit des diagnostics, soit des projets de territoire, etc. Donc ça a permis de les affiner, mais d'aller dans ce sens. Ces démarches-là prévoient systématiquement un volet habitat et un volet commerce de proximité, puisque effectivement pour revitaliser les centres-bourgs, on ne sait pas quelle est la poule de l'œuf, mais on sait bien quand même que du commerce de proximité dynamique, ça ne peut pas marcher sans habitants dans le cœur de ville, et inversement, pour que des gens aient envie de venir en cœur de ville, habiter en cœur de ville, il faut qu'il y ait aussi une dynamique de la commune, et notamment du commerce. Voilà. Donc, comme je vous le disais, ces démarches-là sont appuyées sur le plan technique et financier via des partenaires et via notamment l'Agence nationale de cohésion des territoires, mais aussi des partenaires comme l'ANA, la Banque des territoires, dans le département aussi énormément par le conseil départemental qui s'est investi sur ces démarches de façon forte en mettant en place des marchés à disposition des collectivités pour qu'elles puissent mener des études, notamment des études globales. Et je voulais poursuivre sur cette démarche en partant plutôt d'un exemple. L'exemple de Surgères, qui est la première convention... non, pas la première, parce qu'il y a les conventions cœur de ville qui ont déjà été signées en termes d'ORT. Et il y en avait une autre aussi sur Saint-Jean-d'Angély, mais en tout cas sur la démarche Petite Ville de demain, ce sont les premiers à avoir signé la convention ORT avec l'État et avec un certain nombre de partenaires. Donc pour illustrer tout ça, évidemment, je ne vais pas rentrer dans le détail de ces cartes, mais c'est juste pour vous montrer que il y a eu 5 axes d'envisager pour Surgères, donc l'habitat, le commerce, qui sont les axes obligatoires, mais aussi un axe, alors je les ai perdus, je sais qu'il y a la culture, il y a le patrimoine, et il m'en manque un. Excusez-moi, on va les voir, on va les défiler les uns après les autres, donc vous allez les voir. Donc là, par exemple, pour illustrer sur l'habitat, et on évoquait tout à l'heure... quelle réutilisation, etc. Donc il y a une énorme friche sur Surgères, donc il y a un gros projet et qui fait la couture en fait entre l'espace gare sur lequel il y a un certain nombre de projets aussi liés au fait que la gare de Surgères est une gare TGV qui est extrêmement précieuse pour le département et donc il y a un espace qui est prévu multimodal sur ce secteur, etc. Et donc, le centre-ville même, mais finalement, ce n'est pas une grande commune, donc c'est à des petites échelles. Et entre les deux, il y a une grande friche, là. Donc, l'idée que la collectivité a acquise il y a déjà de nombreuses années et qui, pour l'instant, était
était en fait resté comme ça. Et je pense que là, il y a une vraie opportunité de faire quelque chose et de construire quelque chose, y compris pour répondre à des besoins spécifiques, notamment de logement pour des jeunes actifs, voire des étudiants, puisqu'on a comment dire, une structure, l'ENILIA, qui est une école un peu particulière, un peu unique en France, sur la commune de Surgères. Donc voilà, il y a des besoins particuliers. Et donc il y a cette couture-là, mais il y a aussi, dans le cœur de ville, l'identification de plusieurs immeubles avec des logements dégradés, voire vacants, pour lesquels la ville a décidé de s'investir et d'acquérir ces immeubles pour les réhabiliter et recréer du logement à l'intérieur de ces immeubles. Donc on est bien dans une démarche tout à fait vertueuse par rapport à ces questions-là. Et puis évidemment aussi des démarches d'incitation à l'amélioration de l'habitat, etc. Si possible, évidemment, je vous rejoins dans des rénovations globales plutôt que des rénovations au coup par coup. Mais il reste encore beaucoup de chemin par rapport à ça. Sur le commerce, là aussi, un certain nombre d'identifications. La commune de Surgères n'a pas attendu, d'ailleurs, la démarche Petite Ville de demain pour s'investir. Ils ont acheté notamment 1 ou 2 boutiques dans lesquelles ils permettent à des nouveaux commerçants d'essayer de tester leur marché. Voilà. Donc il y a déjà des choses qui sont enclenchées. Ils viennent d'acheter aussi, je crois, un grand bâtiment ancien, très joli, mais qui est en piteux état, pour pouvoir réinstaller un restaurant en plein cœur de ville. Il y a en face du château, hein, puisqu'on a la chance d'avoir un patrimoine sur cette ville qui est extrêmement important. Oui, j'ai bien compris. La mobilité, évidemment, est au cœur. Voilà, c'est celui-là. Et j'aurais dû pas l'oublier parce que il est essentiel. La mobilité douce, notamment, est au cœur du dispositif. Voilà, avec un certain nombre de liaisons qui sont prévues. Sur le patrimoine, je vous le disais, un patrimoine extrêmement riche dans Surgères. Donc, il y a un certain nombre de choses. Patrimoine aussi bien bâti que naturel. Donc, il y a une volonté vraiment de revaloriser tout ça. Et puis enfin, la culture, puisque c'est un territoire traditionnellement très, très dynamique en matière culturelle. Donc l'idée est encore de renforcer tout ça. Et donc, vous voyez, à partir de toute cette combinaison de tous ces axes, il y a donc eu tout un plan guide, et donc on a un périmètre d'action de la démarche, donc le périmètre, ce qu'on appelle le périmètre opération de revitalisation de territoire, où vous voyez là un tas de petits triangles qui correspondent aux sites projets qui sont identifiés dans ce cadre-là. Le fonds friche, c'est aussi un outil que le plan de relance nous a permis à l'État de lancer. 3 éditions de ce fonds friche, dont 2 avec des appels à projets. Sur la 3e édition, on a retenu des projets qui n'avaient pas pu être retenus malheureusement sur les premières éditions. Beaucoup de candidatures. Donc on sent un vrai appétit sur cette question du fonds friche, hein, une vraie volonté. 60 millions d'euros pour la Nouvelle-Aquitaine. Ça paraît une grosse somme. Dans les faits, c'est tout petit, hein, quand même, malgré tout. 183 opérations financées, quand même. C'est pas négligeable. Pour la Charente-Maritime, 12 projets retenus dans le département, donc pour un montant de 6,3 millions d'euros. Des projets différents en nature de projets. D'abord en nature de friches, puisqu'on a des friches aussi bien industrielles, parfois très polluées, des friches ferroviaires, hospitalières, commerciales. Enfin bon, on a un certain nombre de friches. Je pense notamment à une friche hospitalière, puisqu'on est à Saintes, sur la ville de Saintes, bien entendu. Voilà. Et donc, pour aller vers des natures d'opérations, là aussi assez différentes, avec des objectifs différents, des opérations mixtes, parfois des requalifications de tout un quartier. Là aussi, notamment la reconversion de la friche Saint-Louis à Saintes, c'est notamment le cas. Des opérations à dominante habitat, des opérations à dominante industrielle aussi. C'est-à-dire qu'il faut aussi reconstruire la ville sur la ville par rapport aux nécessités économiques. Des opérations à dominante commerciale, mais aussi de services, d'équipements. Pour la moitié des projets,
on est bien dans de la réemploi de bâtiments. Donc on n'est pas seulement sur de la démolition, reconstruction, dépollution, même s'il y a un certain nombre de grosses opérations qui sont avec des dépollutions très conséquentes. Malgré tout, on a quand même, dans des plutôt plus petits projets quand même, des réemplois de bâtiments, et ça me paraît essentiel justement de travailler là-dessus, puisqu'on a aussi un très beau patrimoine bâti dans le département de Charente-Maritime. C'est quand même dommage de ne pas l'utiliser. Et pour aller donc plus loin, là, on vous a mis deux adresses, donc l'Agence nationale de cohésion des territoires et aussi le site d'aide territoire, qui est un site qui permet de recenser toutes les possibilités d'appel à projets, d'aide, etc., financières, pour porter vos projets. On en avait parlé avec M. Poy d'essayer de faire, mais on n'a pas eu le temps de le faire, une liste finalement d'un certain nombre de sites qui pouvaient vous être utiles. On essaiera de le faire par la suite. Je pense notamment que l'ANCT a prévu, ou le ministère, je ne sais plus exactement, des formations des élus sur tous ces sujets-là. Enfin, le propose en tout cas. Donc, je ne sais pas si l'information arrive parfois jusqu'à vous. Donc, c'est assez important, je trouve assez intéressant d'essayer de vous rappeler un peu toutes ces possibilités. Il y a énormément de webinaires aussi de l'Agence nationale de cohésion des territoires qui sont à disposition. Donc, je pense que voilà, si on peut vous mettre un certain nombre de liens, ça sera très bien, je crois. Les mettre où sur le site de la DTM 17, on vient vers vous, on vient vous embêter. Alors je pense que nous on n'a pas de site à la DTM 17 parce que comme tous les services de l'État, il y a un seul site, c'est la préfecture de Charente-Maritime. Mais on peut aussi fournir tout au CAUE qui retransférera à tout le monde sans difficulté. Il faut juste nous laisser un tout petit peu de temps pour le faire, mais bon, voilà, on l'enverra un peu plus tard. Pour Noël. Ce sera prêt pour exemple, Noël. Ça peut être le cadeau. Ça peut être prêt pour Noël, ce sera un beau cadeau. Merci beaucoup Isabelle Chaleur.